vagabondage dans nos existences. Au-dessus des capitales, des idées fatales, au regard de l'océan. Chers auditeurs de Tranche de Vie, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir non seulement un enfant de Coulommiers-Chamiers, mais aussi un étudiant qui a poussé ses études de géographie dans un sens qui est beaucoup plus moderne, puisqu'Antoine, que je salue ici, est un étudiant en géomatique. Alors Antoine va nous expliquer ce que c'est que la géomatique. On retrouve la racine de la Terre dans ce mot, mais qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que c'est que la géomatique par rapport à la géographie? Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil. Si je peux expliquer simplement ce que c'est que la géomatique, c'est le passage de la cartographie sur les systèmes d'information qu'on appelle systèmes d'information géographique, qu'on retrouve sous l'appellation SIG, et qui tout simplement signifie qu'on a passé ce qu'on avait avant, même si on l'a toujours, la carte par exemple routière qu'on a dans sa voiture pour se repérer, sur les biais informatiques qu'on a aujourd'hui, comme le téléphone, l'ordinateur. C'est en fait le continuum de la carte routière qu'on avait dans notre voiture, qu'on retrouve aujourd'hui sur notre téléphone avec Google Maps, Waze ou tout genre de choses pour se repérer. Donc en résumé, c'est le traitement informatique des données géographiques. Tout à fait. Et il y a énormément de disciplines qui se servent des données informatiques qu'on retrouve au niveau géographique pour tout un tas de spécificités. On peut s'en servir. Lorsqu'on veut faire construire, par exemple, on peut faire une demande de permis de construire, et cette demande est étudiée par les mairies, dont les géomaticiens, pour essayer de voir si ça répond aux normes du plan local d'urbanisme, etc., etc. Alors pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit de nos auditeurs, faisons tout de suite la différence entre les systèmes d'information géographique et le GPS. En fait, le GPS est un système d'information géographique, tandis que les systèmes d'information géographique ne sont pas tous des GPS. Mais un système d'information géographique, c'est avant tout ce qui permet de produire des calculs, des différenciations, ou de produire de la donnée, ou de mettre à jour des bases de données via des logiciels de traitement et de mise à jour de bases de données sur des ordinateurs qui nécessitent des puissances de calcul supérieures à ce qu'on possédait à l'époque, et qui vont permettre de faire évoluer donc, les connaissances qu'on a aujourd'hui au niveau des bases de données, que ce soit au niveau du bâti, des circuits hydrographiques, du réseau routier, ferroviaire, aérien, etc., etc. Quelle différence y a-t-il entre la géomatique et la cartographie? La géomatique, c'est avant tout la liaison qui se fait entre la géographie et l'informatique. Et en fait, pour produire de la cartographie aujourd'hui, on a besoin de la géomatique pour la précision de la donnée grâce à tout ce qui est possible grâce aux ordinateurs. Mais avant tout, la géomatique, dans le sens direct de ce pourquoi elle est faite, c'est le passage de l'information géographique tel qu'on le connaît, donc une rivière, une route, sur un système d'information géographique grâce par exemple à l'ordinateur. La géomatique, c'est avant tout passer de l'information réelle en informatique. Mais ça veut dire, alors si j'ai bien compris, qu'on va, grâce à la géomatique, ce qu'on faisait déjà avec les cartes, avec ce qu'on appelle les cartes thématiques, cartes de la population, cartes routières comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va passer à une capacité de croisement des données qui va être démultipliée. Ouais, par exemple, on peut facilement croiser toutes les routes de Dordogne qui font plus de 3,50 m et qui passent à l'intérieur des forêts qui ont une densité de végétation de plus de 60%. C'est des choses qui sont faites et qui servent dans plein de domaines, entre l'aménagement du territoire, la prévention des risques, parce qu'on parle donc de forêts. Par exemple, les pompiers peuvent être amenés à chercher les forêts où il y a une nécessité de venir déforester pour faire des passages lorsqu'il y a des incendies. Et c'est plein de données en fait, qui vont être acquises grâce à la puissance de calcul d'un ordinateur, ce qui était possible à l'époque, mais ça demandait des jours et des jours de travail. Imaginez-vous chercher le taux de boisement de toutes les forêts de Dordogne au-dessus de 60%, c'est... je ne vais pas dire mission impossible, mais c'est très très long, alors que l'ordinateur, une fois qu'il a la donnée, il lui suffit de répéter un programme sur toutes les forêts de Dordogne, et il va sortir dans un tableur toutes celles qu'on recherche. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il est possible, évidemment, de faire tout un tas de calculs. En plus, alors, l'alimentation des bases de données auxquelles vous faites allusion, elle a été multipliée
par l'utilisation de nouveaux outils. Ouais, Comme, tout à fait. par exemple la photographie aérienne d'abord, et puis ensuite, assez rapidement, l'imagerie satellitaire. Et aujourd'hui, on a maintenant les radars, on a des satellites qui sont équipés de tout un tas de capteurs. Et l'avantage, c'est que ça se démocratise. Donc à l'époque, il fallait compter plusieurs millions d'euros pour acquérir une photo aérienne. Et aujourd'hui, grâce à des différents programmes, notamment dirigés par l'IGN, donc l'Institut géographique national, vous allez sur Internet, il vous suffit d'avoir un disque dur assez conséquent et vous téléchargez toutes les photos aériennes à une précision de 20 cm. Donc c'est-à-dire que vous voyez très bien votre voiture dans votre jardin ou votre piscine avec un téléchargement qui est gratuit et qui est disponible pour tous sur Internet. Toutes ces données qui apparaissent sous forme d'imagerie peuvent être transformées en données cartographiques. C'est ça. Et c'est ça qui fait le grand intérêt. Alors, par rapport aux cartes, aux anciennes cartes, on fait encore des cartes, mais les cartes qui sont disponibles sont des cartes statiques. Une carte routière, oui. elle ne montre pas l'évolution du réseau routier. Oui, et puis le désavantage, c'est qu'on ne peut pas zoomer, changer d'échelle en tout cas. C'est un des grands avantages d'avoir une carte informatisée. C'est qu'en plus de pouvoir être mise à l'échelle, donc d'avoir la taille de la route qui correspond à la hauteur avec laquelle on la regarde, c'est qu'on peut se déplacer et le réseau est toujours le même. Et il est fidèle à la réalité, alors qu'une carte, évidemment, c'était statique. Et si on ne se retrouvait pas sur la carte, on ne pouvait pas chercher de biais différents, alors que là, justement, et l'avantage également, c'est qu'il y a plus il y a de fournisseurs de données, plus on peut croiser la donnée et avoir différentes sources d'informations. Alors qu'avant, si on parlait d'une carte routière, on en avait une dans la voiture, à la limite deux. Mais aujourd'hui, on sort le téléphone et on en a des dizaines et des centaines. Et les cartes avaient une durée de vie limitée, puisqu'elles étaient périmées pratiquement au moment où elles étaient publiées. C'est ça. Il suffisait d'un projet d'aménagement du territoire pour complètement Exactement, ou rendre la carte caduque. Ou d'un feu de forêt, c'était une carte de végétation, etc. Ça. Là, on a été très vite dans le vif du sujet, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant, Antoine, comment vous avez eu l'idée de faire de la géomatique? Passer d'abord par la géographie et ensuite ça vous a attiré vers ces nouvelles techniques? Oui, vers la géomatique, c'est ça, tout à fait. En fait, j'ai été donc 3 ans à la faculté de lettres et sciences humaines de Limoges, où j'ai fait de la géographie relativement globale. C'est-à-dire qu'on étudiait beaucoup de domaines, ça allait de la géographie humaine, humanitaire, à la géographie scientifique, avec des études d'essence d'arbres, tout en passant justement sur des aspects statistiques, où on étudiait des facteurs de population, le vieillissement de la population, notamment en Limousin, en Haute-Vienne, comme c'était la fac de Limoges. Mais ça parlait de beaucoup de sujets, et en fait, le fait de produire Moi, j'étais fan de cartes quand j'étais petit, je dessinais des cartes, je coloriais les pays, j'apprenais les drapeaux, etc. Pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes. Tout à fait. Et donc, moi qui étais fan de cartes, en fait, je me suis retrouvé là-dedans. Et faire de la cartographie informatique et pouvoir faire vraiment énormément de calculs ou de représentations différentes. Moi, je vois, là, dernièrement, j'ai mon père qui me demandait où situer les zones de retrait-gonflement des argiles. Et j'étais fan de pouvoir lui faire la carte pour montrer où était la zone par rapport à l'endroit où il cherchait. Et faire cette chose-là, ça me passionne. Donc, je suis parti à Montpellier pour poursuivre en master, donc ce qu'on appelait maîtrise à l'époque. Donc là, j'ai terminé la première année, je vais partir en deuxième. Et donc là, on est vraiment sur l'aspect beaucoup plus technique, avec beaucoup plus d'informatique, ce qui me manquait justement à Limoges, et où j'ai eu un peu de mal fallait que je m'accroche pour pouvoir suivre ce qu'on développait. Mais l'avantage de mixer la géographie et l'informatique, c'est que la connaissance géographique qui vise à tout connaître, c'est connaître la Terre, la géographie. L'avantage de l'informatique, c'est que quand on va chercher des heures à trouver une information, l'informatique, aujourd'hui, ne la trouve de suite. Et c'est le gain de temps couplé à toute cette connaissance que possède la géographie qui rend le travail bien plus intéressant. Quand vous dites des heures à collecter les données, vous êtes gentil, parce que c'était quelquefois des jours, des mois. Ouais. Des mois, des années. Pensons aux gens qui ont fait les cartes topographiques, les premières cartes topographiques à la fin du 19e siècle ou au début du 20e, ou même la première moitié du 20e siècle, sans photographie aérienne, en faisant tout à la main. Est-ce qu'il y a des écoles
en dehors de la filière universitaire, s'il y a des écoles spécialisées pour devenir géométricien ou pour se perfectionner ou se spécialiser dans certains domaines de la géomatique. Alors le domaine qui est très recherché par beaucoup, c'est je ne sais pas si on appelle ça la géométrie, mais en tout cas c'est devenir géomètre. Et ça, il y a beaucoup d'écoles qui le proposent, parce que c'est une formation, si je ne me trompe pas, en 3 ans et 1 an d'apprentissage en entreprise. Ça, il y a beaucoup d'écoles qui le proposent, d'écoles privées ou même en licence professionnelle, dans du public. Et après, au niveau de la géomatique, si je ne me trompe pas, l'école Gustave Eiffel le propose, mais je crois que c'est une école qui est publique, c'est une grande école publique. Après, en école privée, ça me dit rien. Mais il y a énormément, en fait, c'est tellement démocratisé aujourd'hui parce que il y a beaucoup de demandes qu'il y a énormément d'universités qui en proposent, partout en France, notamment dans les grandes villes, mais même dans des petites villes, je vois... Brest, c'est pas très petit, mais moi je voulais initialement partir là-bas, notamment pour travailler avec la marine sur les espaces maritimes. Ça s'est pas fait parce que le master était fermé, mais c'est pas une ville qui est immense, c'est pas une capitale régionale, et pourtant il y a ce diplôme qui est proposé. C'est une capitale universitaire, oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas Rennes. À Rennes, il y a une école, voilà. Mais il y en a une à Brest aussi, par exemple. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre master, pour nous dire ce que vous allez, quel type d'études vous abordez? Donc c'est un master spécialisé en géomatique, qui aborde beaucoup d'aspects techniques, beaucoup de statistiques, de réalisation cartographique aussi, d'informatique, beaucoup, vraiment beaucoup. Et c'est l'avantage parce que c'est aussi ce qu'on vient chercher quand on est géographe, parce que c'est l'aspect qui nous manque pour faire de la géomatique, on a besoin de géographie et d'informatique. Et quand on est géographe, on manque d'informatique, on était beaucoup... à commencer l'année à être complètement perdu. Je suppose que la démocratisation de l'informatique et puis l'accès à la micro-informatique a dû décupler aussi les possibilités. Oui, et elle continue aujourd'hui encore. Et parfois, c'est le matériel qu'on utilise qui est tellement performant que l'informatique a du mal à suivre derrière, ou alors c'est l'inverse. C'est assez surprenant de voir à quel point ça évolue vite. Mais donc, justement, dans ce master-là, on étudie ce genre de choses. Là, par exemple, au semestre 2, donc de janvier à plutôt février jusqu'à mai, jusqu'au 28 mai précisément, date de la soutenance, on était par groupe de 2 ou 3 étudiants à travailler sur des projets tutorés. C'était simplement un stage déguisé en suivi pédagogique le long d'un projet professionnalisant. Et moi, j'avais choisi de travailler sur... la capacité du LIDAR, donc c'est un type d'acquisition de données qui, pour faire simple, est une sorte, et malgré son nom, pas similaire au radar, mais c'est comme quand vous êtes enfant et que vous gagnez à la fête foraine un laser rouge. Vous imaginez que là, le laser, il fait 50 impulsions au mètre carré, et qui vous permet, après traitement, de faire une moyenne, par exemple, des 50 impulsions au mètre carré pour vous donner une donnée, et après faire des modélisations du terrain, et avoir des données, vous imaginez, avec 50 impulsions au mètre carré, c'est extrêmement précis. Et donc, nous, on travaillait sur ça, sur des zones de tourbières de montagne dans l'Aubrac, avec un syndicat mixte, le syndicat mixte Lot Dourdou, qui avait lancé un projet avec différents experts en tourbières, pour apprendre pour plutôt comprendre, parce qu'on n'en sait pas on sait pas beaucoup de choses sur ces espaces-là, et donc pour essayer de comprendre pourquoi ces espaces étaient capables de ralentir les inondations, d'avoir de l'eau quand toute la région n'en avait pas en été. En pleine sécheresse, la zone elle est encore gadouilleuse alors que tout autour c'est complètement asséché. Et donc eux essayaient de comprendre avec des spécialistes notamment de Clermont-Ferrand, parce que c'est à Clermont-Ferrand qui sont spécialisés là-dedans, pourquoi, avec des modélisations de terrain extrêmement précises, en tout cas qu'on a essayé de produire et dont on a été relativement satisfait, comprendre l'écoulement des eaux avec après derrière justement des programmes informatiques qui permettent de simuler des processus d'écoulement et d'observer par exemple qu'à tel endroit il y a une faille géomorphologique qui permet l'infiltration de l'eau, qui stocke dans une nappe phréatique, et cette nappe phréatique permet tout au long de l'année d'alimenter la tourbière en eau. Et donc dans ce cas-là, on aurait pu comprendre pourquoi il y avait de l'eau en été alors que dans le reste des espaces c'était asséché. Et donc on a travaillé sur ça pendant 6 mois, à compiler des données, à faire des tests, produire des modèles numériques de terrain, on appelle ça, c'est des modélisations du terrain.
C'est en fait une des représentation informatique en du 3D, terrain en en 3D, en fait, en c'est ça, trois dimensions. tout à fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste l'aplat du sol avec à tel endroit il y a un arbre, à tel endroit il y a un rocher, c'est en plus, ce rocher il est à 15 mètres de haut, cet arbre il va jusqu'à 30 mètres, etc., etc. Bon, tout ça aussi par rapport au travail des géographes et des topographes C'est ça. du passé, Oui. ça a été considérablement simplifié et Tout à fait. toutes les procédures sont accélérées dans des proportions qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. C'est ça. Et facilité énormément par des travaux. Donc là, il y a le LIDAR HD, ça s'appelle, donc c'est l'IGN qui lance ce projet et qui vise à recouvrir toute la France de cette donnée-là qui est extrêmement précise et qui est recherchée par tous. Je crois que c'est même étendu au milieu marin, puisqu'on va se c'est ça. servir de ces techniques pour C'est repérer les reliefs sous-marins. Ouais, la bathymétrie qui est lancée. Donc ils sont encore en phase de test, mais c'est très prometteur. Et ça va aider notamment les littoralistes qui cherchent à protéger les milieux, voir l'évolution des milieux sur différentes années. Et ça, c'est vachement intéressant par rapport à ce qu'on avait avant. C'est des données très précises qui permettent de faire, notamment au niveau de l'évolution temporelle, des études très poussées comme vous dites, on n'aurait même pas pu imaginer avant. C'était inconcevable. Mais il n'y a pas que ces milieux naturels. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des domaines où la géomatique peut être utilisée, appliquée dans l'aménagement du territoire, puisque la géographie, c'est devenu, après des siècles d'inventaire, on s'est mis à étudier la géographie comme reflet de la protection sociale de l'espace. Tout à fait. La géomatique aide notamment beaucoup le milieu des géographes, parce que tous les géographes finissent par travailler ensemble s'ils cherchent à travailler dans l'aménagement du territoire, notamment les urbanistes. Par exemple, les urbanistes lancent des projets, et derrière, le géomaticien, lui, va traiter des données visant à simuler, par exemple, un projet d'aménagement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut simuler, par exemple, le réaménagement d'un quartier, simuler les tailles des parcelles, la taille des routes, d'éventuelles pistes cyclables qui peuvent être mises en place. Dans l'aménagement du territoire, on a beaucoup de biais d'analyse, et c'est ça que recherchent notamment les collectivités territoriales pour pouvoir éventuellement faire des études pré-projet, donc financement, voir combien on pourrait mettre en place de logements, parce qu'aujourd'hui on a une grosse politique de logement, ou encore notamment la mise en place d'espaces verts, aussi le réchauffement climatique, et on cherche toujours des îlots de fraîcheur en ville, donc les géomaticiens en appui des urbanistes, vont chercher à imaginer ces nouveaux types d'aménagement du territoire et à projeter ces choses-là. Par exemple, si vous êtes déjà rendu dans une réunion publique où la mairie peut présenter un projet d'aménagement, les géomaticiens sont ceux qui ont fait les cartes, qui ont fait les modélisations 3D du quartier en photo. Les plans locaux d'urbanisme. Tout à fait, c'est ça. C'est les géomaticiens qui mettent à jour le plan local d'urbanisme en accord avec les urbanistes, justement. La géomatique, j'allais dire c'est le problème, mais c'est plutôt la chance, c'est que ça permet de toucher à tout. On a des gens qui sont au contrôle agricole, qui vérifient que, par exemple, j'ai des collègues qui font ça en job d'été. Ils vont travailler avec l'agence de paiement pour les agriculteurs et vérifier que les déclarations ont bien été faites. Ils peuvent également vérifier qu'aujourd'hui, il y a une obligation de débroussaillement pour toutes les personnes qui vivent à moins de 500 mètres d'une forêt. On peut aller vérifier qu'elle est vraiment réalisée pour éviter d'avoir à dépêcher quelqu'un sur place et permettre de contacter la personne pour éventuellement éviter le risque incendie sur site. J'avais réalisé... Et tout ça en utilisant des données déjà existantes, quoi. Ah oui, que tout le monde pourrait télécharger d'ailleurs. C'est surtout qui ça. sont accessibles. Qui sont accessibles à tous, en quelques secondes. Alors il y a quand même, j'imagine quand même que quelquefois les géomaticiens les plus avancés doivent avoir un petit sentiment démiurgique. Ils doivent se dire, voilà, moi je peux tout croiser et résoudre tous les problèmes. Enfin, quelles sont les choses qui vous échappent dans le domaine, par exemple, des comportements des individus ou des groupes? Est-ce que vous avez des relations avec les sociologues qui, de leur côté, collectent des données sur le comportement des sociétés? Le souci, c'est justement le comportement des sociétés. Il est
prévisible, mais à la fois imprévisible. C'est-à-dire que quand vous pensez l'avoir cerné, en réalité, l'année d'après, vous avez d'autres données qui tombent, et en fait, tout ce que vous aviez prévu est complètement faux. Vous avez moins de chances de sortir des choses caduques quand vous les sortez Au moment où on les sort, en tout cas, c'est sûr que sur le moment présent, la donnée, elle est fiable. Et on l'a vu notamment, ça sort un peu du domaine de la sociologie, mais pendant le Covid, la carte qui était présentée tous les soirs pour voir l'évolution des cas dans les départements, qui est réalisée par un géomaticien, par exemple. Dans le domaine médical, il y a des applications tout à fait. Donc là, on peut voir que la donnée, à un instant T, elle était fiable. Tel soir, il y avait tant de cas de Covid. Diffusion d'une épidémie. Voilà, par exemple. Des cartes de flux, etc. Le tout modulé, du par commerce. âge, par sexe. C'est ça, tout à fait. Par contre, effectivement, dans des domaines plutôt plus sociologiques, là, on va avoir des difficultés. Là, on voit les limites de l'informatique, c'est que l'ordinateur, il réfléchit pas. Même l'intelligence artificielle, on essaye de nous faire croire qu'elle réfléchit, mais en réalité, elle répond à une succession de programmes qu'on lui a appris. On a l'impression qu'elle est très intelligente, c'est sûr. ChatGPT trouve beaucoup de réponses très rapidement. Mais quand vous lui demandez une réponse qui demande de réfléchir, il est incapable de vous la sortir. Et ça, on le voit notamment dans ce qu'on peut appeler le géomarketing, c'est-à-dire l'étude des études de marché, tout simplement, à dire... voilà, aujourd'hui, telle enseigne a besoin de telle information pour savoir, par exemple, où elle va placer son nouveau magasin. Et il arrive que le magasin, il se construit et il marche pas. Ça marche pas. C'est ça. Donc ça, c'est des données qu'on va... Donc à ce moment-là, on licencie le géomaticien. Le géomaticien, oui. C'est ça. Mais ça, c'est des choses qu'on tente de prévoir avec des sociologues, justement. Ouais. C'est là où on essaye de croiser un peu tous les domaines, parce que c'est tellement imprévisible et tellement compliqué à imaginer que c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'un peu tout le monde pour essayer de croiser les informations en fonction de ce que chacun a l'habitude de voir avec son expérience. Et là, nous, on va être plutôt dans l'aspect calcul et dans l'aspect écoute pour essayer de recevoir toutes les informations données par tous les corps de métier pour essayer d'en faire une donnée plus cohérente. Et de la mettre ensuite à disposition des décideurs. Oui, voilà, c'est ça. On vient après en appui du décideur pour lui dire voilà ce qu'on a relevé. Dans les formes les plus compréhensibles. C'est la difficulté aussi du travail, c'est par exemple, quand on va travailler avec des collectivités territoriales, avec des maires, par exemple, qui sont des gens comme tout le monde, parfois, c'est pas forcément des gens qui sortent de l'ENA. Oui. Ils n'ont pas forcément, si on leur explique des données vraiment architecniques avec des textes de loi très précis, avec des modèles de traitement qui portent des noms parfois complètement alambiqués. Nous, notre but, ça va être justement d'effacer tous ces facteurs et de sortir une carte, un texte, un tableur Excel, pour essayer de faire en sorte que l'information soit lisible par tous. Et ça, c'est le gros travail du géomaticien en étude de projet, c'est de faire en sorte que justement, il n'y ait pas de risque de mauvaise interprétation. À travers vos propos, on a compris que les possibilités professionnelles, enfin l'éventail des professions qui pouvaient s'offrir aux géomaticiens était quand même très, très large. C'est ça. Que ce soit dans le domaine de l'environnement, que ce soit dans le domaine de l'aménagement du territoire, à toutes ces échelles. Est-ce qu'il y a des domaines d'avenir que vous voyez déjà à l'état d'avancement des études et dans lesquels vous voudriez vous spécialiser ou essayer d'en savoir plus Là, justement, le projet dont je parlais tout à l'heure, je prêche un peu ma paroisse, c'est le projet LIDAR, donc, qui est le projet de cartographie, en tout cas de prise d'informations très précise. Aujourd'hui, c'est justement celui-là qui pose problème, parce que les machines qu'on a à l'heure actuelle, donc les ordinateurs, ne sont pas assez puissants pour traiter un amas de données si conséquent. C'est un gros défi qu'il va y avoir. Le LIDAR, ça date d'il y a, je dirais, 20 ans dans le domaine militaire, et une dizaine d'années, ça commence à se démocratiser dans à peu près tous les domaines, et surtout disponible sur des machines qu'on a chez nous, sur des ordinateurs portables ou secteurs. Avant, c'était impossible parce que les données étaient trop importantes. Mais aujourd'hui, on a travaillé donc sur les projets de tourbières, mais il y a des endroits où on bloquait parce que les données étaient tellement importantes que l'ordinateur ne permettait pas de les traiter. Et ça, c'est un défi dans les années à venir, c'est arriver à produire des données extrêmement précises, mais arriver à les traiter de manière suffisamment puissante pour en sortir ce qu'on a envie d'en sortir. Parce que, par exemple, EDF travaille sur des projets de vérification des lignes électriques. La SNCF travaille sur
la vérification de l'état du rail. Les forces marines travaillent sur l'état de dégradation des espaces marins, tout ça avec le LIDAR. Et aujourd'hui, ce qu'on voudrait essayer de mettre en place, c'est une facilitation de l'utilisation de ces données qui ont un potentiel, on s'en aperçoit de plus en plus, très important par rapport à tout ce qu'on a pu avoir à l'époque, autant radar que photographie aérienne. Et donc ça, c'est un gros projet qui arrive dans les années à venir. Et évidemment, le projet qui est sur toutes les bouches, mais pas seulement en géomatique, c'est l'intelligence artificielle, qui devrait s'améliorer de plus en plus. L'objectif étant à terme, c'est d'avoir chacun son intelligence artificielle sur son ordinateur pour permettre de faire des tâches basiques beaucoup plus rapidement, trier des dossiers, toutes ces choses en fait qu'on a l'habitude de faire parce qu'on a grandi avec, mais qui pourraient être accélérées comme on a accéléré la prise d'informations de la cartographie ancienne à la main à la cartographie informatique. Vous n'avez pas peur que justement cette accumulation de données vertigineuse ne provoque des blocages à un certain moment, que ce soit du point de vue de la formation, la fourniture d'énergie qu'il faudra pour... Oui, au niveau de la fourniture d'énergie, je pense qu'on est relativement à l'abri aujourd'hui, en tout cas pour le moment. Au niveau des machines personnelles, après c'est sûr que tout ce qui est data center, donc là où sont stockées les données... C'est ça que je pense, oui. Voilà, c'est ça. Il va falloir qu'on se pose sévèrement la question, parce que c'est très énergivore. Oui. Aujourd'hui, on vous tape sur les doigts parce que vous mettez 21 degrés de chauffage chez vous, mais en réalité, pour qu'on vous dise qu'il fait 21 chez vous, il faut que vous vous connectiez à Internet, et pour vous connecter à Internet, le data center, il faut qu'il soit refroidi constamment, même en plein été quand il fait 40 degrés. C'est pour ça que certains projets relativement bien pensés les installent dans des zones relativement froides, donc en Alaska, en Finlande. Le souci donc, qu'on va avoir dans les prochaines années, donc, c'est cette problématique énergétique et la problématique de stockage, parce qu'on a pris l'habitude, qui est selon moi une bonne habitude, c'est de conserver les données anciennes, surtout pour pouvoir faire des temporalités relativement précises. Mais le problème, c'est que pour conserver, il faut stocker. Et il va falloir énormément de disques durs de taille, on ne s'imagine pas, faramineuse. De taille vertigineuse. C'est vraiment des choses très importantes. Quand on voit déjà seulement l'augmentation des mémoires des ordinateurs, de petits ordinateurs portables. Alors, c'est affreux parce que, comme d'habitude, on n'a pas assez de temps pour parler de tout ce qui nous intéressait et ce qui vous intéresse. Je sais que vous avez fait un job d'été intéressant puis qui vous a amené à voyager, peut-être vous a donné des idées de géomaticien, puisque vous avez été contrôleur à la SNCF, contrôleur temporaire. À côté de ça, est-ce que vous avez le temps d'avoir des passions, en dehors des passions que vous avez pour l'informatique et pour la géographie? L'avantage d'avoir travaillé à la SNCF, c'est que j'étais passionné du milieu ferroviaire. Oui. Et c'est pour ça que je me pose la question aussi d'aller, pourquoi pas, travailler au sein du pôle géomatique de la SNCF. Mais moi, je suis passionné des sports de nature. L'avantage à Montpellier, c'est que c'est une zone très... c'est un COS, je mets ma lampe frontale sur la tête, mon casque. Je me suis inscrit dans un club de spéléologie, et donc je pratique la spéléologie, la via ferrata, l'escalade. L'avantage, c'est que là-bas, en Occitanie, c'est comme en Nouvelle-Aquitaine, les paysages sont très variés. Et après, j'aime bien voir du monde, sortir avec mes copains, aller au cinéma, faire un peu comme tout le monde, j'imagine. Donc vous êtes un jeune homme normal. J'espère, en tout cas, ouais. Antoine, malheureusement, je crois qu'on est arrivé au bout. Il faut s'arrêter, c'est dommage. On vous attend pour nous reparler de vos différentes passions, et d'abord de celle des cartes, et puis de tout ce que vous allez pouvoir faire maintenant avec cet instrument merveilleux, les instruments merveilleux de la géomatique. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous. Merci à Aïda qui a fait la technique. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Voyage, voyage.